l'enregistrement, messieurs, s'il vous plaît? Merci. Alors, je commence par m'excuser pour le retard à nos intervenants qui sont venus pour cette table ronde. On a des sujets qui sont très passionnants et à chaque fois, il y a énormément de questions et on ne peut pas ne pas laisser notre public poser les questions. Donc, je vais appeler le docteur Marina Cavazana, Carlos Cumeni, Marie-France Tyrolien, Pascal Richard, et on devrait avoir en visio Stéphane Béguet et Idriss Delouane. Comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, on va parler de la drépanocytose. Je pense que c'est une maladie qui est très, très peu connue. Donc, j'aimerais qu'on commence par expliquer à notre public qu'est-ce que c'est que la drépanocytose. Et je vais laisser la parole au professeur Cavazana. Merci beaucoup. Je suis très honorée de cette invitation. Donc, la drépanocytose, c'est une anémie autosomique récessive. Donc, il faut que les deux parents soient porteurs de la mutation pour avoir une maladie. Et c'est une mutation assez particulière d'un seul aminoacide qui touche la bêta-globine. La bêta-globine forme avec l'alpha-globine les tétramères d'hémoglobine responsables du transport de l'oxygène. Cette mutation de seulement un gène est responsable du fait qu'à l'état, quand l'hémoglobine cède l'oxygène dans les différents tissus, elle aussi, elle polymérise, elle précipite à l'intérieur des globules rouges en leur donnant cet aspect des fossiles qui a donné le nom anglais de sickle cell anémie, sickle pour l'aspect à fossile au demi-lune de ces globules rouges qui perdent leur capacité de glisser dans les globules rouges et donc ils déterminent des obstructions aiguës des capillaires des différents organes, des organes vitaux, donc les poumons, les systèmes nerveux central, les reins, les cœurs, et ils finissent pour donner une atteinte importante de tous ces organes et ils conduisent à des hospitalisations multiples. Les symptômes donc sont liés aux crises vaso-occlusives, à l'anémie chronique, à la surcharge en fer et constitue une raison très importante d'une diminution de l'espoir de vie des patients atteints de cette maladie. Merci beaucoup. Donc, on sait que c'est une maladie qui touche beaucoup de gens en France métropolitaine, mais particulièrement dans les territoires d'outre-mer, notamment à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique. Où en est la recherche et qu'est-ce qui avance pour améliorer les conditions des patients aujourd'hui en France? Alors, pour, disons, mettre les décors de tout ce que vous venez de dire, c'est important de marquer un peu les progrès qui ont été faits pour cette maladie. Tout d'abord, des progrès importants dans la qualité et la durée de vie, parce que les traitements symptomatiques ont permet aujourd'hui à la grande majorité des patients d'arriver à l'âge adulte. Il y a eu aussi, dans les dernières 20 ans, des progrès énormes dans l'introduction des traitements curatifs. La première en place, c'est la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Et deuxièmement, on se bat pour essayer d'avoir le plus grand nombre de patients traités par greffe autologue des cellules génétiquement modifiées, ce qu'on appelle thérapie génique. Cependant, vous avez raison, ça reste un problème, malgré qu'il est toujours bien de commencer avec les progrès, un problème de santé publique. Je me permets de vous rappeler qu'en 2014, il y avait, on dénombrait
245 nouveau-nés atteints de la maladie dans les territoires français et qu'en 2022, nous comptons plus de 500 patients nés avec la drépanocytose. Donc, il est clair qu'il y a un trou de la raquette, les trous et la prévention de cette maladie. Alors, je vais vous laisser garder le micro. Justement, vous parlez de prévention. Comment on fait comment on fait pour prévenir les naissances d'enfants drépanocytaires? Bon, j'ai amené avec moi des chiffres parce que il n'y a rien de mieux que vous donner des chiffres bien précis. Donc, la prévention s'est faite à différents étages. On ne peut pas parler de prévention en général. Tout d'abord, il y a une prévention qui doit être dirigée vers l'hétérozygote, les porteurs sains. Donc, si les centres de dépistage des maladies et des handicaps de l'enfant envoient une lettre d'information à l'hétérozygote, cette lettre n'est pas suivie tout le temps d'un conseil génétique. Un conseil génétique pour les deux parents. Donc, il y a ces premiers problèmes que les statuts inconnus du patient de l'hétérozygote, information qui est perdue. D'abord, elle n'est pas tout le temps bien donnée à la personne qui consulte, car il faut lui rappeler que si les conjoints ne se font pas tester, ils ont un risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire. Mais aussi, l'information doit être maintenue à ce niveau chez l'enfant hétérozygote. Parce que c'est l'enfant hétérozygote qui, à un moment donné, va devenir parent et qu'il aura à 18, 20, 22, 30 ans complètement oublié qu'il est hétérozygote. Et donc, il y a des niveaux, différents niveaux où il faut maintenir l'information ouverte. Alors, quelle action? Donc, à mon avis, il y a l'action des informations de l'hétérozygote, la formation des couples qui souhaitent à risque, qui souhaitent avoir un enfant sous l'effet que nous pouvons prévenir les naissances d'enfants d'hétérozygotes. Et on a deux moyens en France, qui est les diagnostics prénatal et les diagnostics préimplantatoires. Donc, j'ai voulu quand même regarder les chiffres à l'occasion de cette réunion et je me suis renseignée combien des diagnostics prénatals et des diagnostics préimplantatoires étaient faits en France. Donc, des diagnostics prénatals, ils sont faits une centaine par an en France, par exemple chez nous à Créteil, et des diagnostics préimplantatoires, une vingtaine par an. C'est que c'est des chiffres importants, bien sûr, mais qui sont encore extrêmement basses par rapport au nombre de patients et au nombre d'hétérozygotes. Alors, qu'est-ce qu'ils font les familles qui ont eu un diagnostic prénatal? Donc, il y a entre ces familles, bon, il y a que la moitié qui retourne à voir les médecins pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Parmi eux, il y a un certain nombre, la grande majorité, qui acceptent l'interruption de grossesse. Mais entre la communication qu'il y a un enfant atteint et l'interruption des grossesses, on perd environ 70% des personnes. Il y a des parents qui disent, bon, je voulais juste savoir. Donc, vous voyez là que les parcours qu'on doit faire pour essayer, d'informer et de préparer au moins des données, je ne plaide pour aucune solution que ce soit bien clair. C'est une question strictement individuelle qui est des propriétés exclusives du couple parental. Mais encore il faut que ces couples parentaux soient bien informés.
Moi-même, à un moment donné, j'ai voulu, parce que chaque fois on me parle, on me donne des informations, oui, les personnes ne veulent pas savoir, ils ont des choix religieux qui leur empêchent l'interruption de grossesse. Et j'ai voulu me rendre compte si tout ceci est vrai ou pas. Et je suis arrivée à la conclusion qui était la mienne du départ: une bonne information des possibilités permettrait à un nombre important de parents de prévenir la naissance d'un enfant atteint. Après, on a aussi la possibilité d'un recueil des cellules souches du sang du cordon pour éventuellement la thérapie génique. Et on a différents leviers pour faire des progrès dans la prévention. Ce sont les conseillers génétiques, la simplification du test de dépistage qui doit probablement être répété au moment des 18 de la rentrée de la vie active avec ce qu'on appelle les cycle scans, et la nécessité qu'on a d'augmenter dans notre nation nos capacités de greffe des cellules souches hématopoïétiques à partir des donneurs compatibles de la fratrie, et une augmentation de notre capacité de donner accès à la thérapie génique à un nombre plus important des patients. Merci beaucoup. On reviendra vers vous, mais j'aimerais parler aux associations de patients. Monsieur Kumeni de l'association SOS Globi, comment vivent les patients atteints aujourd'hui? Euh, nous sommes en 2023 en France. La situation des patients drépanocytaires reste encore une situation extrêmement précaire parce que nous avons un système qui a beaucoup œuvré dans le physique, dans le médical, oubliant que lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, on a des problèmes psychologiques, on a des problèmes sociaux, on a des problèmes d'intégration qui vont avec. On a des problèmes à l'école et c'est des maladies qui parfois déstabilisent complètement l'ordre de la famille parce qu'on va voir beaucoup de familles se séparer suite à la venue d'un enfant drépanocytaire. Et parce que derrière aussi, il faut dire qu'il y a un gros problème culturel qui va empiéter, comme le disait le professeur Marina, ça va empiéter dans l'information ou dans la finalité de ce qu'on fait avec l'information. Donc aujourd'hui en France, les patients drépanocytaires ont un gros problème à l'hôpital, c'est aux urgences. Et beaucoup de patients sont très mal reçus dans les urgences françaises. Je fais la formation à la prise en charge multiculturelle aux médecins et je leur raconte parfois, je prends l'exemple d'une étude américaine et je leur dis cette étude est transposable en France. Les Américains sont partis dans leur base de données. Ils ont pris sur plus de 10 ans, ils ont pris les données de la prise en charge par des ontalgiques aux urgences. Ils ont séparé les Américains en communautés, d'abord en blanc-noir. Et qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Ils se sont aperçus que le noir américain était sous-traité à la morphine ou aux antalgiques que le blanc. Et quand ils ont eu à séparer les non-blancs en noir, latino et asiatique, le noir était en dessous. Et ça, c'est la représentation du médecin qui est en question, parce que le noir qui va se pointer à l'hôpital, en France également, va dire que j'ai mal, on va penser à celui-là qui vient chercher sa dose de morphinique parce qu'il est dépendant. Donc, tous les jours, on a des témoignages de patients qui racontent. D'ailleurs, on a fait un pamphlet qui va être publié avec que des témoignages de patients dans les urgences françaises sur ce qu'ils ont vécu. Et quand vous lisez des témoignages, c'est incroyable qu'en 2023, que des médecins soient encore à traiter des patients de menteurs quand ils disent que j'ai extrêmement mal à cause d'une crise drépanocytaire. Donc, il y a ce problème aux urgences et
il y a un problème qui est vraiment négligé, c'est l'aspect psychologique, c'est l'impact psychologique de la maladie chez les patients. Beaucoup de centres, parfois même constitutifs en France, n'ont pas de psychologue destiné à la prise en charge des patients. Donc, il y a ce point-là. Il y a également, comme je l'ai dit, l'intégration socio-éducative des patients. Beaucoup sont parfois contraints d'arrêter de travailler parce qu'ils multiplient les crises et face à des employeurs qui refusent de comprendre, tout simplement parce que nous sommes dans une société où, malgré le fait que la drépanocytose soit la maladie génétique la plus fréquente en France, elle reste la moins connue du public. Allez-y expliquer. C'est la première maladie génétique découverte au monde, 1910, et nous sommes un siècle après, elle reste toujours très peu connue, et même des médecins. Et même des médecins, moi j'ai la chance que dans mon cadre professionnel, je sillonne la France pour former les médecins sur pas mal de thématiques liées à la drépanocytose, où je me rends compte que beaucoup de médecins, malheureusement, euh, vont me dire que ben, moi, je l'ai vu dans le cadre des hémoglobinopathies à la fac en 15 minutes pour une maladie systémique, comme l'a dit le professeur, qui touche le cerveau, qui touche les os, qui touche le cœur, qui touche tout l'organisme. C'est une maladie systémique. Donc, nous interpellons les politiques à faire davantage, d'autant plus que les politiques ont reconnu en 2009, dans le plan santé outre-mer, si vous lisez ce plan à la page 2, à la page 14, le ministère de la Santé dit la drépanocytose, bien qu'étant la maladie génétique la plus fréquente en France, n'a pas bénéficié du même intérêt que les autres maladies génétiques. Et elle conclut en disant il est temps de réparer cette injustice. Donc, nous attendons des autorités politiques de ce pays de réparer l'inégalité que vivent les patients drépanocytaires face à la santé. Et 14 ans plus tard, on est toujours dans la même situation Ça où il y a eu peut des changer évolutions. parce qu'à l'époque, je me rappelle, on se battait avec Marie-France pour qu'il y ait des machines à érythrophérèse en Guadeloupe, en Guyane. On les a eues. Parce qu'à l'époque, il y a 14 ans, la transfusion se faisait encore de manière manuelle dans les îles de la République française. Ça se faisait de manière manuelle. Les associations sont montées au créneau en 2009 pour qu'on dote la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique des machines à érythrophérèse. Il y a une évolution, mais qui est très lente. Nous attendons que les politiques fassent davantage. D'accord. Madame Tyrolien, votre opinion, votre vision de la vie des patients atteints. Je vais vous donner un micro. Merci, merci. Bonjour et bonsoir tout le monde. C'est vrai que je n'étais pas là dans la matinée. Alors, c'est vrai que j'ai à peu près la même vision, malheureusement, en Guadeloupe. Bon, alors, les choses évoluent quand même, hein. J'ai envie de mettre un peu de positivité. Les choses évoluent. On a 3 machines érythrophérèse, même si on n'a pas eu de kit pendant très longtemps. Donc, ça veut dire que ça ne nous servait à rien. Mais on a 3 machines et, qui vont être utilisées et qui sont utilisées. Alors, la vie des patients drépanocytaires, elle est un peu la même, hein. Ils arrivent aux urgences, ils se plaignent. Alors, ils sont prioritaires, c'est vrai, mais malheureusement, ils sont prioritaires. On les prend tout de suite pour les mettre après dans un box. Et ils se plaignent malheureusement d'être pris pour des toxicomanes parce qu'ils disent, c'est vrai qu'ils reviennent souvent pour de la douleur. C'est vrai qu'ils demandent de la morphine. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal. Et en fait, je pense que parfois, les médecins qui ne sont pas formés ont du mal à se dire qu'il y a une telle douleur, qu'il y a une telle douleur. C'est disons que, à mon avis, celui-ci, il a besoin d'un shoot et il vient nous voir aux urgences. Alors que, pourquoi? Parce que quand on regarde les études de médecine, il y a combien d'heures de cours sur la drépanocytose? Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Et souvent, les médecins qui ne connaissent pas, ils ont juste légèrement entendu parler de drépanocytose. Ils ne peuvent pas s'imaginer de cette douleur. J'ai envie de dire, je raconte souvent cette anecdote parce que mon fils était petit et il avait 7 ans. Et donc, je lui demande un jour, mais la drépanocytose, ça te fait mal comment? Parce que nous, parents, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer qu'on a un enfant qui souffre autant. Et alors, il n'avait pas de crise et je lui dis,
Mais la drépanocytose, ça fait mal comment? Et sur le coup, il me dit, ah, mais pourquoi tu me demandes ça, maman? Le lendemain, je bricole, j'étais en train de mettre des rideaux, donc avec la perceuse, et j'ai des gros murs en béton. Alors je perçais, ça éclatait un peu le mur, et il me tire sur la jambe, il me dit, tu vois, la drépanocytose, c'est comme ça. Mon dos, c'est comme le mur. Et c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? J'ai compris avec la description d'un petit garçon de 7 ans qui a comparé sa maladie, sa douleur, avec une perceuse que j'étais en train de mettre dans un mur. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la douleur, la sensation, et il n'arrivait pas à décrire. Et c'est à travers cette image qui est terrible, une perceuse qui est en train de perforer un mur, qu'il a pu comparer sa douleur. Alors quand j'ai compris ça, je me suis dit, pour pouvoir combattre, quand on est mère de parents d'enfants drépanocytaires, quand on est mère, la seule façon de combattre, c'est de rentrer dans une association et de lutter. Et depuis, je lutte pour que cette maladie soit connue, qu'elle soit acceptée, qu'aux urgences, qu'on arrête de les prendre pour des toxicomanes, quand ils arrivent, qu'on puisse comprendre qu'ils ont mal. Et c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'il y a des drépanocytaires qui arrivent aux urgences, ils pleurent. Ce sont des adultes, parce qu'ils n'arrivent pas à dire. Comment voulez-vous dire j'ai mal quand vous voyez un grand monsieur barbu, costaud, dit j'ai mal. On dit oh écoutez monsieur, arrêtez de faire l'enfant. Non, il ne fait pas l'enfant, il a mal. Et malheureusement, vous savez, depuis mes 25 années de combat, je me dis que quand je regarde dans le rétro, vous savez, quand on regarde dans le rétro, on est un peu ingrat. Et quand on regarde devant, on est optimiste. Alors je regarde devant, je me dis, on va y arriver. On va y arriver parce que cette maladie, un jour, elle va être prise en charge correctement. On avance. Il y a beaucoup moins de décès. Comme dans mon association, il y a beaucoup de mamans qui ont perdu leurs enfants. Elles continuent le combat, elles sont là. J'ai assisté à la mort en direct d'une petite fille avec sa maman à mes côtés, mais elle était là depuis 3 jours à souffrir. Elle a fini par décéder, la pauvre. C'était la seule et unique enfant de sa maman. Mais la maman, elle est là, à nos côtés, parce qu'elle me dit, je ne veux pas que ma fille soit morte pour rien. Je veux qu'elle soit, elle est morte, c'est vrai, mais je veux qu'un jour, on puisse se battre et qu'on comprenne cette maladie. Alors, il y a des avancées. Le président de la République a dit que maintenant, tout le monde sera dépisté, tous les enfants seront dépistés. Il y a lundi, nous allons à l'Assemblée nationale remettre le grand livre blanc où on a écrit des paroles de malades, des paroles de ce que l'on veut. Et je pense que au fur et à mesure, on va y arriver. Moi, je suis positive. Je peux pas être négative. J'ai des enfants malades. Ça veut dire que je les ai condamnés. Non, je ne vais pas les condamner. Je veux qu'ils vivent. Je veux que la maladie, que la recherche avance. J'ai un profond respect pour les professeurs en médecine, pour les gens qui cherchent, pour les gens qui se battent. J'ai un profond respect. Et moi, je me bats aussi aux côtés des patients, aux côtés des médecins. On fait des congrès. Il faut que justement la maladie soit connue. Il faut que les gens connaissent leur typage. Il faut que les gens sachent. En Guadeloupe, quand on fait un micro-trottoir, on leur demande, vous connaissez la drépanocytose? Bof, non, pas trop. Je crois que c'est un truc dans le sang, mais je ne sais pas trop. Alors qu'ils sont peut-être porteurs. On est sur une petite île. Les jeunes vont se rencontrer. Ils sont peut-être AS tous les deux et ils ne le seront pas. Ils vont se rencontrer, ils sont en bonne santé, ils vont mettre un enfant malade sans comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je lutte. Pour qu'un jour, les gens comprennent qu'il faut se battre. Il faut connaître, il faut savoir. Il est hors de question de dire ah, j'en ai entendu parler, mais j'en sais rien. Non, il faut en savoir quelque chose. C'est important. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors, par curiosité, qui dans la salle sait s'il est porteur de la drépanocytose ou non? Depuis 1984. Mais justement, la question est là. Vous êtes censé être au courant. Mais j'ai pas vu tout le monde lever la main. Voilà. Professeur, comment vous expliquez qu'après toutes ces années, depuis 1910, il y a toujours des médecins qui ne soient pas au courant, qui ne connaissent pas la drépanocytose et comment traiter les patients? C'est ma question piège.
Non, c'est pas une question piège parce qu'en réalité, j'avais fait une étude il y a quelques années. Je voulais savoir où finissait qu'est-ce que faisaient des parents qui recevaient la lettre d'information de l'Association de prévention de l'handicap chez l'enfant qui lui disait vous êtes hétérozygote. Et donc, dans l'étude que j'avais fait, en réalité, il y a des lettres qui n'arrivent jamais à domicile parce qu'entre-temps, les parents ont donné un fonds domicile ou ils ont changé de domicile. Mais il y avait un nombre surprenant, et là, j'ai rejoint votre commentaire qui ne me fait pas peur du tout, où en recevant cette lettre, ils allaient chez leur médecin généraliste ou chez le pédiatre qui leur disait, bon, écoutez, mais un hétérozygote n'est pas malade, vous allez bien retourner à la maison. Et personne, et un grand nombre de ces porteurs sains sortaient d'une consultation médicale sans prescription de la consultation génétique pour les deux parents. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un défaut d'information des médecins et des génétiques de cette maladie. Et il doit y avoir un renforcement du médecin généraliste, de l'obstétricien, du pédiatre, pour essayer de maintenir les degrés d'information nécessaires à un couple à risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire. Pourquoi, vous me demandez pourquoi il y a cette défaut de formation nous, on est tous là parce qu'on est très intéressés et on essaye de se battre pour améliorer la prise en charge de cette maladie à tous les niveaux, y compris celui-là de l'information. Mais malheureusement, c'est le cas aussi de beaucoup d'autres maladies génétiques où il y a un défaut d'information sur la transmission et sur comment on transmet cette maladie. Et effectivement, moi, je plaiderais pour un sickle scan. Vous savez, on peut aujourd'hui faire un test sur une goutte de sang comme un diabétique au lycée, quoi. Les parents, à la limite, les parents ont le droit à un moment donné d'oublier qu'ils sont hétérozygotes et qu'ils ont un enfant hétérozygote, mais il faut que l'information soit reprise. Et je pense qu'il faut qu'elle soit reprise au lycée et je pense qu'il faut qu'elle soit reprise au moment du mariage. Je vous dis ça car vous entendez bien de mon accent que je ne suis pas française d'origine. Ah bon? On se moque de moi en plus. Et donc, je suis italienne. L'Italie, donc, surtout le nord d'Italie et les îles, était un endroit très avec des paludes. Donc, il y avait la malaria et donc, il y avait surtout la thalassémie. Nous, on avait la thalassémie et pas la drépanocytose. En Sardaigne, en sur deux, il y avait un nombre de malades thalassémiques extrêmement élevé. Ce qui a fait disparaître la thalassémie en Sardaigne, ça a été l'obligation du screening génétique des couples qui allaient se marier. Tout le monde l'a accepté parce que tout le monde voyait, connaissait la thalassémie à l'époque. En plus, les gens étaient mal transfusés, donc il y avait les os qui augmentaient des volumes, la taille petite, la grosse rate, les problèmes d'anémie. Et en très peu de temps, la thalassémie est disparue de la Sardaigne. Donc, bon, je me dis qu'il faut peut-être ramener ces méthodes qui ont été utilisées avec succès dans un pays comme l'Italie, qui n'est pas très loin de nous, pour prévenir la drépanocytose. Il nous faut être beaucoup plus agressive à tous les niveaux, y compris, et pour le premier, au niveau de la formation des médecins qui vont avoir une consultation génétique un parent hétérozygote et qui va lui répondre non, rentrez à la maison, tout va bien. Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'on convoque aussi les conjoints, les maris, les compagnons, la compagne et qu'on sache c'est les couples qui peuvent faire des enfants et à risque. Merci. Je reviens vers les associations de patients. Est-ce qu'il y a des choses qui se font auprès de l'ARS pour communiquer, notamment avec les médecins, mais pas que,
sur la drépanocytose dans les territoires? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis présidente de la CSA, la conférence sur la santé et l'autonomie. On parle de la santé aux Antilles. On parle, alors, en l'occurrence, de la drépanocytose. On fait des tables rondes. Donc, lundi, c'est la journée mondiale. Je pense que vous le savez tous. Lundi, c'est la journée mondiale de la drépanocytose. Et il y a partout de l'information qui se fait dans les hôpitaux, par les associations. En Guadeloupe, moi, je parle parce que je suis guadeloupéenne. En Guadeloupe, on fait des marches, on court contre la drépanocytose, on fait des choses. Donc, la population est obligée de se dire que, mais tiens, c'est quoi cette maladie? Pourquoi chaque année, le 19 juin, on parle de drépanocytose? Et justement, il faut que la population, il faut que les malades, ce que je reproche parfois aux malades, bon, je comprends, mais c'est qu'ils ne vont pas assez de l'avant. Alors, je comprends quand on est malade, mais ils doivent encore plus avoir des revendications. Ils doivent se battre encore plus. C'est pas facile, mais c'est vrai que il faut qu'ils soient. Alors, souvent, nous, on est avec les malades, mais des fois, ils en ont un peu marre. C'est vrai que c'est dur d'expliquer sa pathologie, c'est dur d'avoir mal, mais vous savez, qui ne demande rien n'a rien, malheureusement. Et on n'a pas assez d'aide pour la recherche. Enfin, les chercheurs nous disent, il n'y a pas d'aide. Il n'y a que la recherche qui va un jour nous permettre de vaincre cette maladie. Il n'y a que la recherche. On est encore on n'est pas si loin, Carlos va nous dire, mais on n'est pas si loin, mais quand même, il faut du temps. Oui, comme tu le dis, Marie-France, la recherche a un rôle capital dans l'évolution de la prise en charge. C'est dommage parce que j'avais préparé des diapos où effectivement je montrais où est parti le déclic de la prise en charge aux États-Unis. 18 février 1971, le président Richard Nixon fait un discours aux États-Unis où il rappelle au peuple américain que c'est une honte pour les États-Unis d'avoir abandonné une partie de la population américaine sous prétexte que ce sont des Noirs souffrant de la drépanocytose. Et il s'engage devant les Américains à mettre les moyens au niveau fédéral pour, pour faire avancer la recherche et la prise en charge de la maladie aux États-Unis. Et c'est comme ça que les choses vont commencer aux États-Unis. On va voir 10 ans plus tard, hein, 1971, 1981, on commence à tester sur les singes aux États-Unis l'hydroxyurée, qui est le premier traitement, qui est le seul traitement aujourd'hui de fond utilisé dans la prévention des crises vaso-occlusives chez les patients drépanocytaires. Là, c'est 10 ans après ce discours. Et quand on regarde les courbes aujourd'hui d'évolution de l'espérance de vie aux États-Unis, à partir de ce discours, c'est impressionnant. Ça part 1971, ça commence à croître jusqu'aujourd'hui, l'espérance de vie des patients drépanocytaires. Comme quoi, l'impulsion politique a un rôle majeur dans l'évolution thérapeutique, dans l'évolution des traitements. Et les Américains sont toujours avec des décennies d'avance par rapport à nous. Parce que quand on regarde les sommes qui sont levées pour la recherche aux États-Unis et à l'astronomie, alors que nous, en France, on peine à avoir des miettes. Je me suis engagé dans un projet de créer une fondation pour la recherche en France. En 10 ans, on a récolté 200 000 euros. Parce qu'à l'époque, on avait été voir la Fondation de France qui nous a dit, pour être association, pour être fondation de lutte contre la drépanocytose et membre de Fondation de France, il faut vous ramener avec 200 000 euros. Et nous, on a pris 10 ans. On vient là d'avoir les 200 000 euros. Donc, on va pouvoir avoir l'étiquette Fondation de recherche contre la drépanocytose, membre de Fondation de France, pour pouvoir bénéficier du regard des grands donateurs. Parce que si on était fondation dans notre petit coin, personne ne nous verrait. Mais le fait d'être sous le label Fondation de France, on peut bénéficier effectivement des grands donateurs français. Parce qu'on sait que l'espoir pour les familles viendront de l'évolution thérapeutique. Aujourd'hui, toutes les familles regardent la thérapie génique. On ne peut pas faire un groupe de parole sans que un parent vous demande « Alors, monsieur Kemeny, où en est la thérapie génique ?» Ça fait quelques années, on nous en parle, mais on attend
On ne voit rien. Quand Bluebird est parti de l'Europe, c'était des pleurs, ça a été une dépression dans nos associations. Bluebird, c'est un labo américain qui fait dans la thérapie génique et qui a obtenu un traitement thérapie génique pour la bêta-thalassémie et qui a obtenu d'ailleurs là même au niveau européen. Mais au niveau prix, ça ne se faisait pas. Ils sont rentrés aux États-Unis avec leurs molécules. On a espoir qu'il y ait des thérapies géniques européennes à moindre coût qui viennent effectivement redonner espoir à nos familles parce qu'on est vraiment dans l'attente de cette nouvelle thérapie qui est un traitement curatif. Donc, ça permettrait aux familles, aux personnes malades de guérir de leur drépanocytose. Merci. Moi, je voudrais presque donner un peu d'espoir dans ces discours. Je comprends tout ce que vous dites. Effectivement, les donateurs américains ne sont pas comparables aux donateurs européens, ce qui nous fait des écarts dans les fondations des différentes centaines de millions, je dirais, ce qui n'aide pas énormément la recherche. Je voudrais quand même avoir un discours un peu plus optimiste, dans le sens l'INSERM a joué un rôle majeur et incitatif dans la recherche contre la drépanocytose. C'est grâce à l'action de l'INSERM menée dans les années 80 que les dépistages néonatals sous population générale aux Caraïbes a été instauré. Elle a créé des unités de recherche au Guadeloupe et Martinique et ouvert des centres d'investigation clinique sur la drépanocytose dans toutes ces îles en Guyane récemment. Et il y a un network des chercheurs qui s'appelle CAREST, que vous devrez connaître, j'imagine, qui est très active pour la recherche dans la drépanocytose. Je pense que il est vrai que quand on est dans une association et qu'on est en contact des malades, on met en avant les choses les plus néfastes, mais il y a aussi beaucoup de choses positives qui se passent. La première thérapie génique de la drépanocytose était faite en France en 2017 par notre groupe, avec les soutiens de beaucoup d'institutions. Et aujourd'hui, on est en train de développer, avec l'aide de l'INSERM, de l'Institut Imagine, de l'AFM, un vecteur que j'espère qu'il soit en clinique dans un an et demi, pour essayer, effectivement, nous avons mis tous les moyens pour essayer de faire face à ces départs brutaux des Bluebirds de l'Europe, qui est encore, et même là, on peut quand même un peu débattre sur les prix de ces médicaments innovants. Il n'y a pas que la drépanocytose, il y a beaucoup d'autres maladies. Il est vrai qu'on doit trouver un autre modèle économique pour pouvoir offrir, mettre à disposition, pas offrir, mais mettre à disposition à tous les malades qui en ont besoin ces thérapies innovantes à un coût acceptable. Nous n'avons pas un système de santé qui peut tout dépenser, donc et il faut trouver des nouveaux modèles économiques. Certes, les industriels ont beaucoup investi. Nous avons, autant qu'institutions académiques, énormément investi. Nous continuons à le faire. Et donc, je garde espoir qu'on puisse avoir un médicament, j'ai presque envie de dire français, pour les malades atteints de drépanocytose. Et j'espère qu'avec l'aide des institutions comme l'INSERM, l'université, Imagine, l'AFM, on puisse y arriver. Donc voilà, ça c'est la note positive. Il est vrai que l'accès tous les malades à ces thérapeutiques innovantes est un vrai problème, un problème de santé publique qui concerne en général toutes les maladies génétiques et bien sûr pour le nombre de patients atteints, en particulier la drépanocytose, mais je pense qu'on est dans un mouvement positif. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Je disais à Marie-France tantôt, j'étais en congrès en 2014. Il y avait un seul laboratoire qui faisait dans la drépanocytose. J'ai été à un congrès en 2020, le congrès mondial à Paris. Il y avait 16 laboratoires
qui présentait les innovations sur la drépanocytose. On a vraiment espoir que les choses avancent plutôt positivement vers, oui, vers la voie de nous trouver d'ici demain une molécule qui va nous sortir de cette maladie. Non, on garde espoir. Et ça, je le vois de plus en plus dans les congrès. Oui, oui. Mm. Merci beaucoup. Alors, donc la drépanocytose, c'est une maladie du sang. Donc, on a l'EFS, l'établissement français du sang, qui est parmi nous. Quelles sont les problématiques? Oui, oui, on posera les questions à la fin. Si c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il faut, sauf si le professeur Cavazana veut partir après? Non? C'est bon pour tout le monde? Questions à la fin? Comme ça, on intégrera les questions à l'EFS. J'ai oublié ma question. Non, c'est une maladie du sang. Merci. Parlons transfusion sanguine. Comment est-ce que l'EFS... Alors, à l'origine, c'est pour ça que je vous ai contacté. Moi, je l'ai lu. Il est préférable de transfuser des patients atteints de la drépanocytose avec du sang de personnes génétiquement proches. Comment est-ce qu'on gère ça à l'EFS? Alors, bonjour et merci pour cette invitation. Alors déjà, pourquoi parler, avant de répondre à votre question, pourquoi parler de transfusion sanguine quand on parle de drépanocytose? Donc, c'est une maladie du sang et on a évoqué donc, les traitements curatifs, hein, comme la greffe. Mais en attendant, bon, beaucoup de personnes, on a parlé des antalgiques quand les personnes font des crises. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le principal traitement, alors heureusement, malheureusement, de la drépanocytose aujourd'hui, qui n'est pas un traitement curatif, hein, ça ne guérit pas la maladie, ça reste la transfusion sanguine. Aujourd'hui, beaucoup de patients sont en vie grâce à la transfusion sanguine et uniquement grâce à la transfusion sanguine que ces patients peuvent survivre. Et c'est le traitement, d'une part, des crises vaso-occlusives, mais c'est aussi un traitement préventif de ces crises. C'est-à-dire que, notamment lorsque les enfants très jeunes où les personnes font régulièrement des crises, des décompensations de leur maladie, ils sont mis dans ce qu'on appelle un programme d'échange transfusionnel. Alors, un échange transfusionnel, c'est quoi? Ça veut dire que ces malades vont être soignés toute leur vie, à peu près une fois par mois, de manière préventive. Leurs globules porteurs de cette hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine drépanocytaire, vont être remplacés par des globules frais, normaux. Et ça se fait par ce qu'on appelle des échanges érythrocytaires. Donc, on a parlé de ces fameuses machines, hein, les machines à érythraphérèse. Et en fait, ces patients, ils vont être transfusés tous les mois, toute leur vie, tous les mois, toute leur vie, par au moins 6 kilos globulaires, 6 poches de sang, donc tous les mois, toute leur vie. Donc, évidemment, ça nécessite, donc ça crée des besoins en matière de sang qui sont extrêmement importants. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour l'ensemble de la France, à peu près 3% des globules rouges qui sont transfusés en France sont transfusés à des drépanocytaires. En Île-de-France, c'est à peu près 10% des globules rouges qui sont transfusés, qui sont destinés à des patients drépanocytaires. Et quand on va dans les DOM, c'est 18%. Donc 18% des transfusions sanguines, donc 18% des dons de sang qui sont faits aux Antilles, dans les Outre-mer, sont destinés à soigner des patients drépanocytaires. Donc ça crée un besoin extrêmement important et du fait donc, de la répartition de la maladie, évidemment, le besoin il est très important dans les Outre-mer. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, donc maintenant se pose la question de... donc là, c'est la question de la quantité. Et comme vous le savez, peut-être pas, mais malheureusement, dans les Outre-mer, nous ne sommes pas autosuffisants en matière de dons de sang. Donc, on a parlé des efforts qui sont à faire en matière de traitement, de la nécessaire mobilisation de la recherche, des politiques, des financiers pour avoir des crédits. Mais il y a aussi une nécessaire mobilisation, aujourd'hui en tout cas, tant qu'on n'a pas de traitement curatif, une nécessaire mobilisation de chacun d'entre nous, de toutes nos populations, dans le cadre d'un geste citoyen pour pouvoir vraiment aider et soigner les patients. Et donc aujourd'hui, dans les Outre-mer, malheureusement, nous ne sommes pas autosuffisants. Et donc ça, c'est un problème, alors que vraiment,
les populations on a normalement toute la capacité, toute la ressource, il y a tous les moyens, en tout cas dans presque toutes les collectivités d'outre-mer et tous les départements d'outre-mer, sauf pour des raisons liées à des risques épidémiologiques particuliers, la Guyane et Mayotte, mais que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, nous collectons du sang et par contre, donc, nous avons du mal à collecter. Donc, c'est important aussi que les politiques relayent aussi ce discours et nous aident dans l'information, dans l'organisation des collectes pour que ce message passe parce qu'on a un vrai besoin de sang. Alors, pourquoi c'est particulièrement important? C'est parce que justement, comme vous venez de le dire, effectivement, pour traiter les patients drépanocytaires, l'idéal, ce n'est pas une obligation, mais le plus souvent, le mieux, c'est de pouvoir disposer de sang prélevé dans des populations qui soient, qui aient à peu près la même histoire génétique, la même appartenance. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les groupes sanguins sont disséminés de manière un peu différente dans le monde. Par exemple, en Chine, il n'y a pratiquement pas de personnes de groupe O. Aux Antilles, il y a des groupes sanguins qui sont particuliers. Ils sont particuliers en ce sens qu'il y a, alors, c'est ce qu'on appelle les sangs rares. Donc, ce sont des sangs qu'on va retrouver dans la population générale en France en général, chez moins d'une personne sur 250. Et par contre, ça va être plus fréquent dans les Outre-mer. Par exemple, il y a un groupe sanguin qui est très particulier, qu'on retrouve chez 75% des personnes qui ont une origine africaine, une ascendance africaine, et qu'on ne va retrouver que chez 2% des personnes d'origine caucasienne. Donc, vous voyez, il y a une très grosse différence. Et là, ça peut poser un problème. Alors, ça ne pose pas un problème dans les transfusions, on va dire, courantes. Lorsque n'importe qui doit être transfusé après, par exemple, un accident de la route, parce que ça va être une transfusion qui va avoir lieu une fois. Donc, ce n'est pas très, très grave si ce n'est pas complètement compatible. Par contre, pour ces drépanocytaires, en particulier ceux que je viens de citer, qui vont être traités toute leur vie avec un grand nombre de culots globulaires, eh ben, si on leur donne des culots qui ne sont pas parfaitement compatibles, le risque, c'est qu'ils ne finissent par fabriquer des anticorps contre ces globules qui ne sont pas totalement compatibles, qui certes leur amènent de l'oxygène et règlent le problème immédiat. Mais après, ça veut dire que pour les transfusions suivantes, ces anticorps vont poser problème parce qu'ils sont capables de détruire certains globules rouges qui ne seraient pas parfaitement compatibles. Et pour trouver donc des globules rouges parfaitement compatibles et le plus semblables à ceux des patients drépanocytaires, l'idéal, ce sont effectivement des globules qu'on collecte dans des populations ayant les mêmes origines et la même histoire. Donc évidemment, dans les îles, l'idéal, c'est de collecter évidemment localement parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des globules identiques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que ça soit pris en compte. Alors bien sûr, la transfusion, elle a d'autres intérêts, hein, que ce soit outre-mer comme ailleurs. Mais c'est vrai que le sujet de la drépanocytose, hein, qui représente quand même, je vous l'ai dit, 17 à 18% des transfusions outre-mer, c'est vraiment un enjeu majeur pour la transfusion et donc le don du sang dans les outre-mer. Et c'est vraiment important qu'il y ait une mobilisation de tous et que ce message soit relayé. C'est extrêmement important. Alors, vous avez parlé également de ces machines qui sont introduites. Il faut savoir que, notamment, dans des régions qui n'utilisaient pas ces machines, quand on commence à les introduire, on arrive à doubler le besoin en produits sanguins. Donc, si les besoins ne sont pas couverts aujourd'hui, plus on va utiliser ces traitements, mieux ce sera pour les patients, mais il faut effectivement que ça suive au niveau des dons de sang. Alors, comment est-ce que les collectivités locales peuvent vous aider? Alors, comment les collectivités peuvent nous aider? Les collectivités, elles nous aident déjà, et je les en remercie, puisque effectivement, dans toutes les communes, de toutes les régions d'outre-mer, nous organisons des collectes, et en général, les communes, les collectivités, vous êtes très facilitateurs. Donc, comment vous pouvez nous aider? C'est en continuant à faciliter l'organisation des collectes sur vos territoires. Et puis aussi, bien sûr, parce que vous êtes quand même au plus près de la population,
les élus, bah, ils ont quand même, voilà, ce sont les porte-voix de la population, donc ils sont à la fois les porte-voix, mais aussi ils sont très écoutés. Donc c'est important que ces discours, ces messages de nécessité de donner son sang soient vraiment relayés, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, il y a vraiment des malades qui en ont besoin. C'est des enfants, comme vous avez cité, qui peuvent mourir si on ne trouve pas le sang. Et vraiment, c'est très, très important de pouvoir alimenter cela. Alors, je ne sais pas, par contre, à cette question, j'ai mes collègues ultramarins qui sont également en ligne. Peut-être peuvent-ils répondre Bien sur sûr. les attentes vis-à-vis des collectivités. Je parle en particulier, je ne sais pas, Stéphane Béguet, qui est le directeur de Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis Idriss Delouane de La Réunion. Peut-être que vous pouvez me compléter sur ces Messieurs, attentes vis-à-vis des collectivités. Oui, bonjour à tous. C'est Stéphane Béguet, donc directeur de la Guadeloupe, Guyane et de Martinique, donc côté Antilles. Merci de nous avoir invités à cette conférence et merci Pascal, parce qu'effectivement, tu as parfaitement bien résumé la situation. Si tu m'autorises, Pascal, juste compléter ce que tu as dit, parce que pour toi, c'est tellement évident que tu ne l'as pas dit de façon explicite. Effectivement, on n'a pas assez de sang sur les Antilles, mais rassurez-vous, aucun patient des Antilles n'a manqué de sang. On est bien d'accord. Et ce complément, il est fourni par des dons qui sont faits sur l'Hexagone. Et les chiffres actuellement, c'est que à peu près 30 à 40% des besoins des receveurs antillais, donc transfusés sur les territoires de Guadeloupe, Martinique et Guyane, proviennent de dons qui sont fournis par l'Hexagone et donc forcément par des donneurs caucasiens. Et c'est là qu'effectivement, on a cette difficulté qui est plus une problématique, bien sûr, d'autosuffisance quantitative, mais aussi qualitative, comme Pascal Richard l'a très bien expliqué, avec cette difficulté à avoir une parfaite cohérence et adéquation entre le sang et les groupes sanguins et les phénotypes des donneurs et les phénotypes des receveurs. Alors, on a un territoire qui est effectivement sensibilisé au don du sang et nous appuyons beaucoup sur les collectivités, mais aussi les associations, l'association des maires de Guadeloupe, ainsi que l'association des maires de Martinique, les présidents de collectivités. Ce sont des gens qui sont particulièrement sensibilisés à notre cause et qui nous aident beaucoup dans l'organisation de nos collectes. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, malgré tous ces efforts, ce n'est pas suffisant. Actuellement, seuls 2% des personnes en âge de donner dans les Antilles donnent quand le taux de dons en France métropolitaine est plutôt autour de 4%, avec des régions qui peuvent atteindre 6% des personnes en âge de donner. Donc, on a un vrai potentiel, on a une vraie richesse qualitative en termes de phénotype sur les Antilles. Et cette richesse, malheureusement, je vais utiliser le terme exploiter, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, elle n'est pas suffisamment exploitée, elle n'est pas suffisamment utilisée pour les besoins des patients. Donc, un gros effort encore de sensibilisation de l'ensemble de la population des Antilles pour venir donner, pour donner plus fréquemment aussi. Ça me paraît tout à fait indispensable. Mais je vais pas trop mobiliser la parole et donner la suite à mon collègue de La Réunion qui est de l'autre côté de l'hémisphère et qui saura bien compléter ce que je viens de dire. Activer le son. Alors, Bonsoir à toutes et à tous. alors, je suis désolée, excusez-moi. On va laisser monsieur Ah oui, Delouane intervenir et ensuite on va faire passer les micros pour toutes les questions. Ça marche? Merci. oui. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, je Oui, pense. très bien, merci. Oui, pardon, d'accord. Je vais essayer d'être très bref. Merci pour cette invitation, pour un sujet qui est très important et je pense très souvent méconnu. Et de le mettre en lumière, c'est très important. Parce que souvent, c'est des malades qui sont porteurs et qui ne le savent pas. Euh, alors,
Beaucoup de choses ont été dites. Je reprécise qu'aucun malade n'a manqué d'une poche dont il avait besoin. Sur la Réunion, nous avons une autosuffisance un petit peu plus importante et une mobilisation plus importante des donneurs. Et je rejoins ce qu'a dit Pascal Richard, bien évidemment, il faut collecter local, puisque la diversité se retrouve dans le sang et qu'il n'y a pas mieux que ce localement à prélever pour pouvoir répondre aux besoins des malades. Donc ça, c'est un point très important. Au niveau des communes, des collectivités, aujourd'hui, on travaille évidemment avec eux. Ils nous aident énormément, ils nous soutiennent. Mais aussi, nous avons travaillé avec les élus, car ils sont vraiment au plus près de la population. Ils peuvent porter la parole et ils peuvent nous aider. Je le précise parce que c'est très important pour nous d'informer. Aujourd'hui, plus on informe et plus on a la possibilité de collecter. Peut-être aussi faire un clin d'œil à SOS Globi, qui fait un travail remarquable aussi sur l'île. Et on a eu le plaisir de les voir à nos côtés pendant ces 2 jours de JMDS. Et je pense que plus on va en parler, plus on va mobiliser, sensibiliser, et mieux on répondra aux besoins des drépanocytaires, qui, je le dis bien, ne sont pas des sangs rares, mais c'est la multiplication des transfusions ou ce qu'on dit les transfusions itératives qui font qu'on doit être au plus près du phénotype et du groupe de ces patients. Merci à vous, merci pour ce que vous faites et merci pour l'information qui est donnée. Je laisse la parole. Merci J'essaie beaucoup. d'être vite. Alors maintenant, vous pouvez commencer à lever les mains et Stéphanie va ramener des micros. Stéphanie, on commence à l'arrière, s'il te plaît. On a 2 personnes à l'arrière. Moi, j'ai juste une question. Je voulais savoir, une personne qui est porteuse et qui est O négatif, est-ce qu'il a des complications après ou qu'est-ce que nous, on peut vous apporter au niveau de quelqu'un qui est porteuse et qui est O négatif? C'est une question pour le don du sang, c'est ça? Quand vous dites porteuse, donc j'imagine que c'est ce qu'on appelle les hétérozygotes, donc AS. Donc il faut savoir que les personnes qui sont AS peuvent donner leur sang. Donc c'est important, surtout si vous êtes O négatif, donc il y a un groupe particulièrement rare. Donc vous êtes bienvenue au don du sang. Bien Attention, sûr, ils vont vous sauter dessus à la sortie. sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres contre-indications. Donc, je ne peux que vous inviter à aller sur notre site pour prendre rendez-vous en ligne, ce qui permet aussi de faire, donc il y a un petit questionnaire en ligne qui permet de vérifier notamment si on n'a pas des contre-indications au don du sang, qu'elles soient permanentes ou temporaires. Mais en soi, le fait d'être porteur du trait drépanocytaire, d'être hétérozygote, n'est pas une contre-indication au don du sang. Oui, Je allô? vois toutes les mains levées. Je vous D'accord. jure que je donnerai la parole à tout le monde. Bonjour à tous. Je suis Hélène Bernier, je suis la première vice-présidente en charge de la santé pour Saint-Barthélemy. Ça concerne le don du sang et je suis contente qu'il y ait quelqu'un de Guadeloupe, donc de notre côté des Antilles, et qui s'occupe aussi de cette problématique. On sait tous que le don du sang, c'est très important, ça sauve des vies. Moi, j'ai été élue en avril 2022 et tout de suite, à peine un mois après les élections, j'ai été contactée par le Lions Club, qui est le club service qui organise la collecte de dons du sang sur le territoire de Saint-Barthélemy. On a tout mis en place en tant que collectivité, donc élu de la collectivité, pour organiser cette collecte de dons du sang. Et je crois savoir que Saint-Barthélemy, c'est un des territoires qui donne beaucoup de sang pour les Antilles. Et ça n'a pas pu se faire parce que le FS n'a pas pu nous fournir de médecins pour organiser cette collecte. Donc depuis, on n'a jamais organisé de collecte de dons du sang parce qu'on n'arrive pas à avoir un médecin capable de venir à Saint-Barthélemy et être présent pour organiser cette collecte de dons du sang. Donc, je pense qu'il manque aussi, même si les collectivités, les élus sont de bonne volonté, qu'il y a des associations qui sont prêtes à tout organiser, il nous manque la compétence médicale, le personnel médical
pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette collecte et c'est bien dommage. Je vais peut-être laisser mon collègue de Guadeloupe, Martinique, expliquer la situation et vous répondre. Et s'il faut, je compléterai. Je ne sais pas, Stéphane, si. Oui. Oui. Bah, écoutez, merci de m'interpeller sur cette question qui, effectivement, que nous avons à l'esprit et la collecte de Saint-Barthélemy est réputée pour être une excellente collecte et nous gardons toujours en ligne de mire de revenir sur votre territoire de Saint-Barthélemy pour organiser une collecte. Vous savez que l'EFS ne fait pas exception en matière de pénurie de médecins, hein, comme dans tous les domaines, comme effectivement, vous le constatez, sur les déserts médicaux ou même dans les établissements de santé. Et nous souffrons aussi de cette difficulté de recruter des médecins et notamment des médecins de collecte. Nous sommes actuellement toujours en grande difficulté sur ce côté-là. Malgré des mesures d'attractivité qui sont assez intéressantes pour venir faire carrière à l'EFS. J'ai envie de vous dire que c'est une situation transitoire, que nous travaillons beaucoup à étoffer nos effectifs en matière d'équipe de collecte et que j'espère très rapidement et dès 2024, nous pourrons organiser une collecte qui généralement dure 2 jours sur Saint-Barthélemy en liaison bien sûr avec le Lions Club pour reprendre ses bonnes habitudes. Mais voilà, nous souffrons aussi de la difficulté de recrutement de médecins à l'EFS. Merci beaucoup. Alors bonjour, je me présente, Madame Argoubi, élue à la santé de la ville de Cayenne. Alors en Guyane, nous avons une incidence de la drépanocytose de 0,5%, ce qui fait un enfant sur 179 naissances. Nous avons 10% de la population qui a une forme hétérozygote et nous avons 23% d'allo-immunisation et nous n'avons pas de collecte de sang au sein du territoire à cause du Chagas. Alors la population guyanaise s'étonne fortement de cette impossibilité quand nos voisins brésiliens collectent, quand nos voisins surinamais collectent et que nous, entre guillemets, nous sommes en France, mais que nous ne pouvons pas collecter du sang. Et ça, c'est vraiment une interrogation assez importante au niveau de la population, parce qu'on est vraiment, alors on veut bien ne pas avoir de PET scan, on veut bien ne pas avoir tout ça, mais ne pas pouvoir collecter le sang dont nos concitoyens ont besoin pour se soigner avec une maladie aussi présente sur notre territoire, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, juste, je voudrais dire quand même, comme l'ont très justement indiqué mes collègues, et je repasserai peut-être la parole à Stéphane, que jamais une poche de sang n'a manqué nulle part en France sur le territoire et surtout pas dans les DOM et nulle part, et même en Guyane, il y a toujours eu toutes les poches de sang pour soigner les patients. Quand vous parlez du traitement des patients et du taux d'allo-immunisation, en fait, on a les mêmes taux d'allo-immunisation en métropole. Donc, il n'y a pas une moins bonne prise en charge, si vous voulez, des patients, une moins bonne prise en charge transfusionnelle des patients, malgré les difficultés que cette situation peut engendrer. Et effectivement, et actuellement, la situation aussi de la collecte est la même à Mayotte. Hein. Nous ne collectons pas à Mayotte. Essentiellement, c'est plutôt d'ailleurs le paludisme qui est un obstacle parce qu'il est quand même ça pose un problème transfusionnel extrêmement important. Il est en voie de disparition à Mayotte, en Guyane. Donc bientôt, la situation évoluera. Et donc, l'EFS, et actuellement, nous sommes en train de travailler justement et d'essayer de mobiliser, de monter des études pour pouvoir voir dans quelles conditions nous pourrions reprendre la collecte. Alors, pas forcément ouvrir un centre de transfusion au sens où on l'entend comme ça a pu être à une époque où il y avait la collecte, la préparation, la qualification des dons, etc. Mais reprendre certaines activités, en tout cas de collecte, dans ces territoires où nous ne collectons pas effectivement aujourd'hui pour des raisons épidémiologiques qui petit à petit sont en train d'évoluer, avec aussi, et nous sommes toujours en veille sur ces sujets-là,
avec aussi des techniques de dépistage des maladies qui évoluent aussi, qui permettent aussi de progresser. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas complètement réunies, mais nous voyons bien que ça va évoluer dans un avenir qu'on peut estimer quand même relativement proche. Et donc, on travaille dans ce sens, même si on ne l'observe pas. Et en tout cas, en attendant, les patients sont pris en charge de la même façon et on fait venir les sangs qui sont nécessaires avec ce qu'on appelle les phénotypes, donc les groupes sanguins particuliers qui sont nécessaires pour soigner les patients en Guyane comme ailleurs, et les patients ne sont pas moins bien traités. Merci. Non, c'est monsieur d'abord. Alors, vous avez déjà commencé à répondre à ma question. Donc, Mayotte, on ne collecte pas à cause justement du paludisme et aussi comment je vais dire, des autres maladies contagieuses, notamment l'hépatite B et C, qui est aussi importante dans l'île. Mais au-delà des traitements, je vais dire, de, de prélèvement de moelle ou de la transplantation, euh, il y a certaines personnes qui développaient, qui ont la drépanocytose hétérozygote, mais qui avaient aussi le paludisme, avaient des rates assez importants. On a procédé à l'ablation de la rate. Donc, et ils ont nettement amélioré leurs conditions de vie et on croyait qu'ils allaient pas dépasser les 30 ans. Aujourd'hui, on a des résultats. Il y en a beaucoup qui ont dépassé les 45 ans. Donc, est-ce qu'il peut être considéré comme une thérapie ou Je suis un peu embêtée pour vous répondre parce que je vois que ma collègue est dans la même situation que moi. On a un petit peu je pense que vous faites référence à ce qu'on appelle des infarctus spléniques où les globules sont détruits, dans la rate. Et effectivement, dans ces situations, le fait d'enlever la rate peut améliorer mais ça n'est pas un traitement qui guérit la maladie. Mais Non, mais c'est totalement différent la physiopathologie de l'hétérozygote avec la malaria et l'homozygote. L'homozygote, il faut savoir qu'à cause de ces crises vasoclusives répétées, a ce qu'on appelle un asplénisme. La rate ne fonctionne pas et les tout petites ne fonctionnent pas. On peut avoir même des accidents qui peuvent coûter la vie, des séquestrations spléniques aiguës, qui sont des accidents hémolytiques qui surviennent au niveau de la rate qui augmente énormément de volume et l'hémoglobine qui s'effondre. Donc, les drépanocytaires, les malades, donc ceux qui ont les deux gènes mutés, ont déjà une fonctionnalité de la rate extrêmement diminuée. Et vous savez que les drépanocytaires, à cause de l'inflammation et d'autres caractéristiques, souffrent énormément de problèmes infectieux. Donc, je pense que c'est vraiment pas une indication, les malades drépanocytaires, de lui enlever la rate. Sauf cas particulier, par exemple. Fabienne? Alors, moi, c'est deux petites questions toutes simples. Vous parliez d'un enfant qui naît avec la drépanocytose de deux parents porteurs, deux parents sains, c'est ça? Est-ce que c'est systématique à la naissance que l'enfant naisse avec cette maladie? Non, ce n'est pas systématique. C'est une question mendélienne. C'est 25% des enfants D'accord. Ils ont peuvent avoir, mais l'autre 25% peut encore être hétérozygote. Et donc, du coup, le dépistage se fait à quel moment? De la grossesse, par exemple, de la mère, à quel moment? Ou Ben, avant, mais non, il y a. vous disiez comme depuis 1924, c'est ça? 1980. 85. Bon, parce que moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Je crois que mon médecin m'en a jamais parlé. Est-ce que vous pouvez prendre un micro, s'il vous plaît?
Ça mais permet oui. d'avoir le son à l'enregistrement. Ah, excusez-moi. Oui, non, en Guadeloupe, depuis 1984, les enfants ont été dépistés à la naissance. Donc, en fait, on va dire aux parents seulement s'ils sont SS, on va les voir. Mais en principe, sur le carnet de santé, même quand ils sont AS, ça a été porté sur le carnet de santé. Ah, Non, je sais en pas. Guadeloupe. d'accord En avec elle. Guadeloupe, d'accord. Bon, je me permets un peu d'intervenir pour mettre un peu de Voilà, c'est un peu, clarté, oui, c'est ça. parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion. C'est qu'une fois de plus, va mettre va souligner l'importance de l'information. Parce que même chez vous, je peux me permettre, il y a un peu de confusion. Donc, par contre, chez vous, c'est un peu plus normal. Donc, on distingue 3 types de diagnostics précoces. Les diagnostics préimplantatoires, qui est fait totalement en éprouvette. Donc, il y a fécondation, et en plus un nombre donné de cellules, une cellule est prise, mais tout ça au laboratoire. On va regarder si les potentiels embryons est malade ou pas. S'il n'est pas malade, on réimplante l'embryon chez la maman et la grossesse continue. S'il est malade, on l'élimine. Ça, aujourd'hui, est souvent demandé dans les cas qu'un couple a déjà un enfant malade et qui s'est dit, je veux 2 choses, à juste titre, hein, je sais pas. Je veux un enfant qui n'a pas la drépanocytose et si possible, de la même compatibilité tissulaire parce qu'il puisse lui donner les cellules souches. Ça, c'est un cas. Après, il y a les diagnostics prénatals. Ça veut dire que c'est un diagnostic qui est fait précocement par biopsie des villes, ce qui est les précurseurs, disons, de la placenta et des villes choriales. Et on va dire si la grossesse est commencée depuis peu. Je pense qu'il faut qu'il soit moins de... Je ne me rappelle plus exactement les semaines, mais je peux vous dire. Je ne vais pas vous donner des informations pas correctes. Donc, on prend un échantillon du tissu, on fait l'analyse génétique et on peut dire avant un certain nombre de semaines si l'enfant a naître est atteint. S'il est atteint, la mère est en capacité, parce que la loi le permet, de demander, compte tenu du fait que la maladie, c'est une maladie dévastatrice, et elle est en droit de demander un arrêt médical de grossesse. Après, on a ce qu'on appelle les diagnostics néonatales, qui aujourd'hui est sous population générale, qui est dans les dom-toms, mais pas en France métropolitaine, mais qui a été récemment, l'autorité de santé a donné son feu vert pour la généralisation aussi en France, mais le décret de loi n'est toujours pas signé, n'est toujours pas arrivé, où les enfants naissent et vous savez, il y a une ponction du sang, une goutte de sang qui est faite, c'est la fameuse goutterie. Et sous cette goutte de sang, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent être dépistées, dont la drépanocytose. L'avantage, disons, les 3 méthodes ne sont pas exclusives et peuvent se renforcer l'une et l'autre. L'importance des diagnostics à la naissance, c'est une prise en charge immédiate de l'enfant pour éviter que l'enfant arrive aux urgences avec la première crise vaso-occlusive, avec une séquestration splénique et qu'on puisse compromettre son espérance de vie. Voilà. Donc, sous ces 3 niveaux, je pense que nous pouvons intervenir pour la prévention. Victoire? C'est à moi, merci. Oui, alors je voudrais revenir sur 2, 3 petites choses. Alors, concernant le diagnostic biologique, il y a effectivement la partie que vous venez d'évoquer, des biopsies de trophoblastes.
Ça se fait déjà depuis le début des années 85 à peu près, parce qu'en Guadeloupe, il y a eu le Centre caribéen de la drépanocytose. Avec le professeur Berchel, avec le professeur Miro, j'ai été la première à travailler dans le laboratoire de ce centre. On a mis en place en 1985 le diagnostic néonatal. Et ça se faisait pour tous les enfants. Tous les enfants qui sont nés à partir de 85 en Guadeloupe, mais aussi à la Martinique un petit peu après, parce qu'au Lamentin, à l'époque, avec le docteur Schut, ils l'ont mis en place. Eh bien, on faisait le diagnostic néonatal pour tous les enfants qui naissaient. Et sur les carnets de santé des enfants, il y avait évidemment déjà le résultat. Comme ça, il y avait des possibilités de prise en charge depuis les urgences avec des protocoles. Concernant cette prise en charge, ça a eu beaucoup d'avantages parce que d'une part, pour les biopsies de trophoblastes, là vous l'avez dit, les parents avaient le choix entre l'interruption thérapeutique ou alors pour la poursuite de la grossesse et on surveillait le taux d'hémoglobine fœtale sur le temps de 1 et l'hémoglobine à 2. Hein? Donc on vérifiait parce qu'on s'est rendu compte que les enfants se portaient mieux quand ils avaient un taux d'hémoglobine fœtale qui demeurait sur le temps. Et il y a des gens qui, l'hémoglobine fœtale, à la limite, permettait de vivre comme quelqu'un qui est AS, comme quelqu'un d'hétérozygote. Donc, le problème de la transfusion, c'est que, bon, il y a eu des protocoles qui ont été mis en place depuis tantôt et qui ont très bien fonctionné. Et la difficulté, c'était les problèmes liés au centre de transfusion quelquefois parce qu'il n'y avait pas forcément tout le temps du sang, les protocoles ne pouvaient pas être appliqués. Et puis les changements, par exemple, les internes, des personnes qui méconnaissaient les dispositifs qui étaient à prendre en compte. Pour venir maintenant sur la transfusion, ça a été évoqué. En Guyane, ce n'est pas normal qu'on ne puisse plus faire des collectes. Je l'ai dit au président lorsqu'il est venu en audition au Sénat, je lui ai dit, parce que le diagnostic biologique pour les Chagas, c'est possible. Là, maintenant, on a quand même des techniques qui permettent de voir ce qu'il est possible de faire, de prendre, parce qu'on peut faire évidemment une discrimination, on peut effectivement ne pas garder le sang, mais je pense que c'est frustrant d'une part pour les Guyanais, c'est stigmatisant également. Et je l'ai dit à votre président, donc ce que je dis publiquement ici, je l'ai dit publiquement au Sénat, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi? Parce que là, maintenant, le FS, Guadeloupe, Martinique, Guyane, bon, il fonctionne. Mais le problème, c'est que le sang qui arrive de l'Hexagone, il y a des phénotypes qui génèrent à long terme, des maladies immunitaires. Hein? Il y a des réactions d'auto-immunisation sur les populations concernées. Et là, on parle d'allô, on fait bon, toutes sortes de choses, mais c'est une réalité. Et là, on ne le prend pas en compte. Pire encore, le sang qui arrive en Guyane, par exemple, c'est vrai que le sang arrive. Mais quelquefois, le sang, il y a une date de péremption, on ne peut pas l'utiliser. Et ce sang-là est payé. C'est payé par l'hôpital de Guyane, c'est payé par les Guyanais. Donc moi, je trouve quand même qu'il y a à prendre en charge correctement les personnes et à faire payer ce qui est utilisé. Et là, le sang, dès qu'il arrive en Guyane, qu'il soit utilisé ou pas, il arrive à péremption, on n'utilise pas, mais il faut payer. C'est comme si vous achetez des yaourts qui arrivent à péremption, vous l'avez payé avant. Donc moi, je trouve que c'est injuste. La deuxième chose que je voudrais dire, et je profite pour le dire parce qu'on a l'occasion de le dire, et là, ce que je le dis publiquement parce qu'on ne peut pas me contredire là-dessus. Parce que c'est enregistré. Non, on ne peut pas me contredire. C'est enregistré. Je prends les responsabilités qui sont les miennes en tant que sénatrice, en tant que professionnelle de santé et en tant que personne ayant déjà alerté sur ces questions-là. Donc, il y a également pour la prise en charge, parce que le sang qui arrive pour les drépanocytaires, mais pas que pour les personnes qui sont victimes de cancer. Donc, quand on a besoin de sang frais pour les personnes qui sont victimes de cancer, parce que c'est beaucoup plus efficace et efficient, évidemment, parce que c'est quand même payé, eh bien, le sang frais. Donc, moi, je considère qu'il y a des moyens de faire la discrimination avec l'entretien, avec les analyses de biologie qui sont obligatoires pour faire le tri, mais collecter quand même pour avoir quand même un minimum de donneurs, parce qu'il y a des personnes qui sont volontaires. Vous avez répondu pour Saint-Barthélemy. J'ai noté là, en arrivant, la question a été posée par l'élu de Saint-Barthélemy. Mais j'ai posé la question au directeur, il est là. Je lui ai posé la question, il dit, mais pourquoi vous ne faites plus les collectes? Parce que vous savez, j'ai commencé à travailler à l'époque à l'Institut Pasteur de Guadeloupe et le centre de transfusion était encore là. Ça fait plus de 40 ans. Et vous savez,
Il y avait des collectes régulières à Saint-Barthélemy parce qu'il y avait beaucoup de donneurs d'une part, mais il y avait très peu de pertes de sang quand on faisait les analyses. Aujourd'hui, on ne fait pas et c'est le coût. C'est le coût parce qu'il faut des nuitées pour les personnes qui se déplacent. Il y a la question des médecins, mais ce n'est pas que ça. Madame, on vous a dit ça, mais ce n'est pas que cela. Parce que aller à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, compte tenu des horaires des avions, eh bien, les personnes qui se déplacent sont obligées de rester une nuit pour revenir le lendemain. Donc, le vrai problème, c'est cela. Moi, je suis dans une commune qui s'appelle Monalo, où il y a une association de donneurs de sang il y a environ un mois et demi, et le directeur de l'EFS était présent. Il était content de voir le nombre de personnes diplômées et qui ont reçu un diplôme de l'EFS pour leur capacité à venir régulièrement donner du sang. Donc, je trouve que c'est très, très bien. À partir du moment où c'est valorisé et que le sang, les personnes sentent qui contribuent en tout cas à la prise en charge d'autres personnes, eh bien, les gens viennent naturellement parce que les communes mettent à la disposition des chapiteaux, on fait tout ce qu'il faut pour bien accueillir le camion avec les professionnels qui viennent. Mais on doit valoriser ça. Et là, je trouve que ce qui se passe en Guyane, c'est catastrophique. Quand on laisse incendier un EFS, l'incendie aurait pu tuer des personnes. Là, il y a des choses à faire en matière de qualité de prise en charge des personnes, du professionnel eux-mêmes, mais la qualité aussi de prise en charge des Guyanais, parce que les Guyanais ne sont pas des sous-peuples, ils sont des peuples qui ont tous les droits dans un système où on a des droits. Et là, ce qui se passe, là, c'est catastrophique. Donc, moi, je vous entends répondre, mais on ne peut pas continuer à faire comme si tout allait bien et le sang qui arrive de l'Hexagone. Mais vous avez vu pendant combien de temps les Guyanais sont restés sans que les avions ne fassent les allers-retours pendant toute la période de pandémie? Parce que pendant la pandémie, la Guyane, c'est le territoire qui est resté le plus longtemps isolé de tout le reste. Isolé de tout le reste du territoire. Donc, il y a Ça a coupé. Je n'entends plus rien. Je suis désolé. J'ai perdu le son. Bon, de même, je t'entends Stéphane, je ne sais pas si tout le monde nous entend, mais moi Non, j'entends rien. non, Pour on entend. le petit bug technique. Ça y est, c'est revenu. Oui. Alors, Si. on n'a pas entendu la fin de l'intervention de la sénatrice, Madame Jasmin. Je pense qu'on l'entend. Elle ne pourra pas tout répéter. Hein. Par Oui, parce contre, non. par ils n'ont contre, pas Madame entendu. Richard a tout entendu. Non, on a eu un Tout petit a été problème entendu. Mais On a s'il eu- faut dire par Pardon. écrit, je pourrais le dire, écrire, comme ça, je vais l'assumer encore davantage. Mais je l'ai dit, j'ai dit que la population de Guyane mérite un meilleur traitement que celui qui lui est imposé, parce que les collectes doivent reprendre. On a la possibilité de faire le diagnostic biologique en Guyane. Monsieur le directeur, vous le savez, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a des tests fiables, des tests pour faire l'identification, pour faire la discrimination entre le sang des personnes qui sont en capacité de donner et les autres. Eh bien, je crois qu'il est important de reprendre les collectes à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et en Guyane. Oui. C'est important. Voilà. Et s'il faut dire davantage, je peux vous dire davantage par écrit. Merci. Oui. Merci. Merci. Je voulais juste apporter Merci, Madame la sénatrice. Je laisserai mon collègue répondre sur ce qui concerne la facturation. Par contre, en ce qui concerne la collecte et les analyses, quand même, vous précisez, quand je vous dis que justement, nous sommes en train de monter des études pour voir dans quelles conditions nous pourrions reprendre la collecte, ça fait partie des éléments qui sont étudiés. Parce que quand vous dites qu'il existe des analyses, il existe des analyses effectivement qui permettent de dépister et la maladie de Chagas et le paludisme. Ces analyses sont destinées aujourd'hui à des patients et les problématiques peuvent être différentes, notamment en termes de ce qu'on a. On ne va pas rentrer dans une discussion technique pour tout le monde. Je sais, compte tenu de votre passé, que vous comprenez ce que je veux dire. C'est notamment la charge infectieuse qu'il peut y avoir dans une poche de sang. Donc, on est vraiment dans cette dynamique aussi à l'EFS de vouloir reprendre. Mais les conditions de la reprise doivent se faire dans de bonnes conditions pour tout le monde. Et effectivement, je vous rejoins et je pense que personne à l'EFS n'a jamais eu comme arrière-pensée que les patients de la Guyane étaient une population qui ne devait pas être desservie comme l'ensemble du territoire. Je pense que ça a toujours été dans les objectifs de l'établissement français du sang et il l'a fait y compris pendant la crise Covid, malgré les difficultés que vous avez évoquées, de soigner de la même façon les patients guyanais que les patients partout ailleurs sur le territoire. Mais bon, peut-être que mon collègue enfin, c'est pas peut-être, certainement que sur des aspects plus
pratiques, de conditions d'approvisionnement, de reprise et de facturation des produits à la Guyane, Stéphane pourra répondre de manière plus appropriée. Monsieur Béguet, juste une petite seconde, on a un commentaire de Madame Bernier. Oui, je voulais juste préciser pour Madame la sénatrice, je ne sais pas de quel coût vous parliez d'envoyer un médecin EFS à Saint-Barthélemy. Il faut juste préciser que Saint-Barthélemy, la collectivité, a toujours pris en charge tous les frais concernant l'hébergement du médecin, enfin l'hébergement des équipes. Tous ceux qui viennent à Saint-Barthélemy pour l'organisation des dons du sang sont pris en charge par la collectivité. Donc voilà, je tenais juste à préciser. Par contre, dans l'autre sens, quand un habitant de Saint-Barthélemy a besoin d'une transfusion, ça lui coûte son billet d'avion pour aller en Guadeloupe. Ça lui coûte tous les frais que vous pouvez imaginer. Si c'est un enfant, par exemple, ses parents doivent partir avec lui. On a eu le cas encore il n'y a pas longtemps en urgence où il a fallu évassaner une jeune fille qui faisait une hémorragie. Ça a un gros coût pour les habitants de Saint-Barthélemy parce qu'on n'a pas de poche de sang à Saint-Barth. Par contre, on veut bien donner. Et comme vous avez dit, on n'a pas beaucoup de pertes avec les dons du sang à Saint-Barth et c'est des dons qui sont conséquents pour toutes les Antilles. Et aujourd'hui, on est privé de donner pour aider les autres, concrètement. Monsieur Béguet? Alors, merci, hein, et je prends toutes ces remarques, évidemment, bien sûr, et nous travaillons bien sûr, à assurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure qualité transfusionnelle, quel que soit le territoire, puisque il y a possibilité de se faire transfuser sur Saint-Martin, mais qu'effectivement, parfois, les conditions cliniques nécessitent que le patient soit rapatrié sur le centre hospitalier de Guadeloupe, voire de Martinique. S'agissant de ce que vous nous faites remonter, Madame la sénatrice, concernant la qualité des produits sanguins délivrés en Guyane, je peux vous assurer, en tant que directeur d'établissement, que nous nous attachons à avoir la disponibilité des stocks et notamment l'équilibre et la répartition phénotypique, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane et aussi bien sûr en Martinique, tout à fait équivalente. Et c'est-à-dire que l'offre de produits sanguins, et notamment de concentrés de globules en matière de distribution phénotypique, est équivalente sur l'ensemble des territoires. Nous n'avons pas et nous n'observons pas de péremption accrue sur la Guyane. Notre système de gestion du stock nous permet de ne pas périmer de produits, y compris sur la Guyane. Alors la Guyane a effectivement une situation un peu atypique dans la mesure où la distance entre Cayenne et notamment Saint-Laurent-du-Maroni fait que nous devons avoir un dépôt très important sur le centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Mais là aussi, nous nous attachons en lien avec l'hôpital pour ne pas perdre de produits et les utiliser au mieux. Sur la fourniture des produits, l'alimentation en produits sanguins sur la Guyane se fait quasiment 2 fois par semaine, puisque nous avons aussi besoin de livrer des plaquettes. Et cet approvisionnement des produits sanguins sur la Guyane peut être fait par à partir de diverses origines, hein, donc soit la Guadeloupe, soit la métropole, soit la Martinique, selon des demandes qui tiennent compte, comme je l'ai dit, des phénotypes dont on a besoin pour la transfusion en Guyane. Voilà. Alors, Merci beaucoup. j'ai envie aussi, juste, excusez-moi, je prends trop de temps, juste aussi de répéter ce que disait Madame Pascale Richard, à savoir que oui, ben, quand nous aurons l'autorisation de prélever sur la Guyane, nous le ferons. Bien évidemment. Nous avons déjà commencé à préparer, à réfléchir à un dispositif de collecte, puisque c'est effectivement très compliqué. Nous ne pouvons pas installer l'ensemble du processus de la chaîne transfusionnelle sur la Guyane, mais par contre, nous réfléchissons à, dès que ça sera autorisé, à envoyer des équipes de collecte sur quelques jours pour faire des collectes ciblées et rapatrier les produits sans totaux, matières premières, sur la Guyane pour les traiter et en faire des produits sanguins transfusables.
Merci beaucoup. On va prendre une toute dernière intervention. C'est la mienne? Oui, c'est Super. la tienne. Tu es le Alors, seul à avoir un micro. c'est bien. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, bonjour. J'aimerais poser une question tout à fait naïve. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça. Je sais, moi, en tant que Guyanais, avoir déjà donné mon sang à l'époque, donc ça existait. J'ai un peu de mal à comprendre que si ça reprend, ça va être fait de façon éparse. Je posais la question, mais pourquoi c'est si impossible? Au-delà même du problème de Chagas, dont j'ai bien compris, vous êtes en train de travailler là-dessus pour voir comment reprendre. Ça, c'est la première question. Deuxième question, elle l'a dit, Madame Argoubi, tout à l'heure, il y a énormément de cas de drépanocytose chez nous. Et j'ai cru comprendre dans vos interventions diverses que valait mieux prendre du sang des communautés sur place, dû aux différents métissages, etc. et tout, et que surtout dans le cas, il y avait des traitements réguliers où on devait régulièrement changer le sang. Donc pour moi, ça devient presque du coup une priorité sanitaire de pouvoir reprendre le prélèvement, ne serait-ce que sur ce point. Alors maintenant, au-delà de cet avis, j'entends tout le monde avec un propos très visant à rassurer un peu tout le monde que tout se passe toujours pour le mieux. C'est toujours ce qu'on entend jusqu'à ce que ça ne va pas. Est-ce que nous avons des études aujourd'hui qui peuvent démontrer le avant, après? C'est-à-dire que quand on prenait le sang pour traiter la drépanocytose avec ces mêmes processus pendant que les prélèvements se faisaient ici, est-ce que du coup, quels sont les résultats avec des poches de sang qui viennent de l'extérieur en termes de traitement? Est-ce qu'on a des analyses qui montrent ça, des études ont-elles été faites en ce sens? Alors, pour que ce soit clair, quand il dit ici, c'est en Guyane. Merci. Oui, j'avais effectivement compris. Alors, j'ai pas de données historiques sur les alloimmunisations en Guyane. Je sais par contre que pendant très longtemps, en tout cas, et au moment où la collecte a été arrêtée, il y avait à l'époque quand même beaucoup. Finalement, il y avait peut-être presque plus de difficultés, je suis désolée de le dire comme ça, à adapter les phénotypes aux patients du fait des problèmes d'autosuffisance. C'est-à-dire que il manquait toujours de poches de sang et du coup, les phénotypes n'étaient pas toujours aussi bien respectés. Alors qu'aujourd'hui, justement, on s'attache, comme l'a dit mon collègue, dans la répartition de la banque de sang. C'est une répartition qui est d'ailleurs nationale, hein. Donc, c'est en particulier pour certains phénotypes, on va répartir les phénotypes en fonction de leur distribution aussi dans les populations. Et donc, on aura finalement, on arrive mieux aujourd'hui à transfuser les patients dans ce qu'on appelle en phénotypé que ça n'était le cas à une époque pour la Guyane. Et quand j'ai dit qu'il valait mieux transfuser à partir de personnes prélevées localement, ce que je voulais dire, c'est que on a plus de chances, évidemment, statistiquement, d'avoir des phénotypes compatibles dans la population proche, ce qui n'exclut pas qu'on puisse en trouver aussi ailleurs. Donc, on approvisionne la Guyane de manière à ce que vous ayez dans les proportions qui sont nécessaires pour soigner les populations là-bas, les phénotypes qui sont nécessaires pour soigner les Guyanais. Par contre, c'est vrai que ce serait probablement plus simple de les prélever localement, et c'est ce qu'on est en train de regarder. Et en fait, c'est effectivement assez compliqué. Alors, vous parliez d'une époque où il y avait le centre de transfusion en Guyane, que j'ai d'ailleurs connu, puisqu'à l'époque, moi, j'étais en Guadeloupe, avec la collecte, ce qu'on appelle la qualification, c'est-à-dire les analyses sur les dons, le plateau de préparation, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense que les évolutions technologiques qu'on a eues font qu'on a tendance quand même à concentrer les activités pour des raisons techniques qui font que ça serait difficile, au regard du nombre de dons collectés auxquels on peut s'attendre en Guyane, d'avoir un plateau complet sur la Guyane. Ça sera un peu disproportionné, probablement. Cela dit, une fois qu'on aura repris, si les collectes fonctionnent très bien, après c'est peut-être mais c'est pas l'étape qu'on s'est fixée en tout cas pour démarrer. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment pour vos interventions. Je sais pas, Stéphane, je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, Pardon, juste excusez-moi. un mot, très rapidement pour aller dans le sens de ce que vient de dire Madame Richard. De toute façon, si la chaîne de production reste sur la Guadeloupe, de toute façon, ça n'aurait aucun impact sur la qualité des produits sanguins. Donc, le fait de pouvoir les transporter en Guadeloupe pour les traiter nous permettrait d'avoir des produits qui seraient dans les mêmes délais de disponibilité que s'ils étaient traités sur la Guyane. Merci beaucoup. Je vous remercie, mesdames et messieurs.